Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Vivaltis et de la FREP concernant la sonde Tulip. Je vais laisser place aux différents intervenants pour présenter ce soir ce webinaire. On vous remercie d'être aussi nombreux, en tout cas à vous être inscrits. On a battu des records d'inscription, en tout cas sur nos webinaires, et on vous remercie chaleureusement de votre participation ce soir. Et on espérera aussi que le replay vous satisfera. Bonsoir à tous. Donc, la FREP s'est associée à Vivaltis pour vous présenter ce webinaire. Je vais d'abord vous parler de la FREP. La FREP est donc l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Elle comporte aujourd'hui 940 adhérents. C'est donc une société savante en kinésithérapie qui a été créée en 2020. Elle faisait suite à l'AREP, qui existait depuis une vingtaine d'années. C'est une association loi 1901 qui fédère tous les kinésithérapeutes qui pratiquent de la rééducation en pelvipérinéologie. Notre objectif, c'est vraiment de nous fédérer et de montrer qu'on est nombreux, qu'ensemble, on peut être puissant. Et donc, cette association comporte différents pôles pour représenter toute la pelvipérinéologie. Les membres du bureau sont 13. Notre présidente, c'est Delphine Girard, que vous voyez en haut et à gauche de ce petit étalage de photos. Et je vais vous présenter les différents pôles de notre association. Vous avez un pôle administratif, un pôle scientifique, le réseau, un groupe institutionnel, le partenariat et la communication. On a en fait, au niveau du côté scientifique, on a des liens avec toutes les sociétés savantes, que sont l'AFU, la CIFUD-PP, la SNFCP, le CGNOF, PSF. Voilà, on est vraiment en lien avec toutes ces sociétés. On participe en général à leurs congrès. Notre groupe scientifique a mis en place un certain nombre de groupes de travail, le groupe de travail dyspareunie, le groupe calendrier mictionnel, un groupe endométriose, gériatrie, prolapsus, un groupe sport et performance, un groupe endométriose, dont l'objectif de ces groupes, qui sont ouverts à tous les adhérents, bien sûr, enfin tous les adhérents qui le souhaitent, mais les groupes ont un nombre limité de personnes. Ces groupes, leur objectif, c'est de produire du contenu qui sera mis à disposition de nos adhérents sur le site, mais aussi quelquefois à disposition des patients pour leur donner des explications sur différentes actions en pelvipérinéologie. Et l'objectif, c'est vraiment de produire du contenu pour le site, pour que ce soit des ressources utilisables pour tous nos adhérents. Nous avons également un groupe réseau. Ce groupe réseau a créé des groupes régionaux et départementaux avec des groupes WhatsApp, et nos objectifs sont de créer du lien dans les régions pour favoriser l'accès aux soins des patients, mais aussi pour proposer des soirées à thème dans les différentes régions sur certaines thématiques qui pourront être abordées. Et donc l'idée, c'est que ces groupes régions vivent et fassent aussi vivre la FREP. On a également un groupe institutionnel qui a établi un gros travail qui est en relation à la fois avec le Conseil de l'Ordre, mais aussi avec les différents syndicats. Et l'un de nos objectifs, c'est vraiment de discuter avec les 3 syndicats de la même façon. Et on est assez fiers d'avoir réussi plusieurs fois à obtenir des réunions avec les 3 syndicats en même temps. On leur a fourni un gros dossier d'une 50aine de pages qui comportait en fait toutes nos difficultés d'exercice, toutes les aberrations qu'on peut retrouver dans la nomenclature nous concernant, comme par exemple le fait qu'on ne puisse pas prescrire la sonde de ses propres patients, ou qu'on ne puisse pas faire de stimulation du nerf tibial postérieur en même temps que de la rééducation. On a également mis en place une pétition pour ce problème de stimulation du nerf tibial post. On a également effectué quelques communiqués de presse sur des choses qui ne nous semblaient pas tout à fait cohérentes sur des réseaux sociaux. Et là, on est vraiment en lien avec les différents syndicats pour essayer de faire valoriser notre exercice pour obtenir un acte qui soit au moins coté de la même façon que l'est une rééducation chez la sage-femme. Nous avons également un groupe communication qui, avec le groupe secrétariat, ont un gros travail
notamment sur l'établissement du newsletter qui paraît tous les 2 mois et qui va vous donner à la fois des outils, à la fois des informations sur les différents congrès, à la fois vous transmettre des informations sur les étudiants qui font leur mémoire et qui ont besoin de nous pour leur questionnaire. Le groupe communication s'occupe aussi du site internet qu'on essaye de mettre à jour régulièrement, ce qui est quand même un gros travail. Et puis, il y a aussi toutes les communications que vous pouvez voir sur les différents réseaux sociaux. Et puis, et je vais terminer par là, on a aussi un pôle partenariat dont l'objectif est de se mettre en contact avec toutes les sociétés qui sont en lien avec la pelvipérinéologie, à la fois pour pouvoir établir des contacts et puis des partenariats pour vous proposer des webinaires tels celui qu'on aura ce soir, mais aussi pour préparer notre congrès de 2026. Donc on est en lien avec un certain nombre de sociétés pour essayer de vous les faire connaître et puis pour pouvoir vous amener aussi leur contenu. Cela rejoint donc tous les services aux adhérents. Je redis donc cette newsletter qui est bimestrielle, le tarif préférentiel que vous pouvez avoir chez certains partenaires qui ont un partenariat donc avec nous, tarif préférentiel qui en général n'est pas cumulable avec d'autres tarifs, faut quand même pas non plus exagérer. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à vous donner des outils pour votre rééducation, du contenu scientifique. Nous sommes adhérents à la Société francophone de physiothérapie, la SFP, ce qui peut vous donner l'accès à un certain nombre de ressources de la SFP et notamment recevoir également leur newsletter. Vous pouvez faire partie de groupes de travail, on organise des congrès tous les 2 ans et on essaye d'organiser ces soirées locales et ces webinaires. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de ce premier webinaire avec la société Vivaltis qui va nous présenter l'utilisation de la sonde Tulip qui, je pense, est vraiment prometteuse dans l'activité professionnelle de tous les kinésithérapeutes qui font de la pelvipérinéologie. Et je vais donc laisser la parole à Georges Billard qui va nous présenter Vivaltis. Merci Blandine. La société Vivaltis, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, est une société que j'ai créée en 1999. Je m'appelle Georges Billard, je suis ce fondateur et PDG, un homme passionné de ce que vous faites et de ce que nous faisons ensemble. Et nous sommes entièrement dédiés au développement de technologies qui sont destinées à la pratique de la périnéologie. En 25 ans, nous avons créé beaucoup d'innovations et en tout cas des innovations majeures qui ont permis, qui vous ont accompagné, qui ont favorisé l'émergence de la périnéologie. Et je tiens à remercier la FREP effectivement pour ce webinaire commun qui est tourné vers l'amélioration de la qualité de soins. Donc cette société, pourquoi elle est à vos côtés, pourquoi tout son personnel et toute son équipe est à vos côtés, c'est finalement très très simple. Très jeune, comme beaucoup d'entre vous probablement, j'ai compris que je devais donner un sens profond à ma vie et avec près de 400 millions de femmes qui souffrent de troubles périnéo-sphinctériens, j'ai trouvé là une source de réalisation qui m'a semblé pertinente et en tout cas j'y ai trouvé ma voie. Lorsque j'ai commencé à étudier la biomécanique et la neurophysiologie, je me suis très vite rendu compte que les pratiques de rééducation n'étaient pas adaptées aux contraintes que subit le périnée dans les situations de majoration des symptômes et qu'elle n'était pas adaptée à la complexité de ces structures et de leurs interactions. Il fut une époque, et ça se fait encore parfois, nous apprenions aux femmes à contracter leur périnée en étant allongées et immobiles sur une table, mais c'est dans le mouvement, évidemment, que les symptômes sont majorés, c'est dans le mouvement que les boucles neuromotrices de protection qui sont censées être automatisée, c'est dans ce mouvement qu'elle doit s'activer. Et nous savons tous que la souplesse, la force, la contractilité d'un muscle sont des prérequis nécessaires à ce qu'il soit fonctionnel, mais ça n'est pas suffisant. Ces étapes-là, ces prérequis, on les acquiert dans la phase de rééducation analytique. Ça ouvre la porte à la reprogrammation des boucles neuromotrices,
qui vont restituer la fonction, mais comment pouvions-nous atteindre cet objectif allongé sur une table? C'est pourquoi, en 2007, pour répondre à cette évidence qui est que nous devions libérer la femme, et les messieurs également d'ailleurs, mais comme c'est une pathologie évidemment essentiellement féminine, nous devions libérer la femme de ses fils pour qu'elle puisse se rééduquer dans la situation où sont majorés ces symptômes. On a donc lancé en 2007 avec le CNRS à Montpellier un programme de recherche et développement qui visait à développer une technologie de stimulation et de biofeedback sans fil, wireless, qui permettrait d'établir finalement un nouveau paradigme rééducatif. C'est la rééducation de la fonction en situation de majoration des symptômes, comme on le fait quand on rééduque un genou, comme on le fait quand on rééduque une épaule. Et ce programme de recherche et développement a donné naissance à une gamme de produits, de dispositifs extrêmement riches et adaptés à tous les profils de thérapeutes. Et à titre indicatif, en 15 ans, nous avons diffusé plus de 15 000 dispositifs à 13 000 thérapeutes dans à peu près 30 pays, puisque notre entreprise est très internationale. Elle réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'export, étant présent dans 30 pays aujourd'hui et de longue date du reste. C'est important de noter qu'un tel écosystème, une telle richesse d'écosystème, ça nous a permis de capitaliser une expérience thérapeutique, une expérience technique et une expérience humaine qui est absolument unique au monde dans notre domaine d'activité. Je m'arrêterai là, sinon ce serait fort prétentieux. Nous serons également au Brésil et aux USA, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, dans une très brève échéance. Malgré tous les progrès de la prise en charge liés au désir de formation des thérapeutes et puis au développement technique que nous avons réalisé, malgré tous ces problèmes, il restait quand même un problème. Il restait un problème, c'est que toutes les sondes qui existent sur le marché sont toutes imparfaites, y compris celles qu'on va vous présenter d'ailleurs, parce que la perfection n'existe pas dans ce monde. Mais le problème, c'est que il nous faut pouvoir analyser des structures musculaires, il nous faut pouvoir les stimuler. Or, ça n'est pas un fonctionnement absolument homogène. Il y a des particularités de toutes parts. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sonde, elle va s'adapter à l'anatomie, puisque comme vous le verrez dans la démonstration pratique, elle est déformable, et elle respecte l'anatomie et s'y adapte parce qu'elle a été développée sur la base de 28 IRM 3D qui nous ont permis vraiment de modéliser les choses. C'est une sonde qui est extrêmement légère, qui, du fait de cette légèreté et de sa déformabilité, elle va être absolument optimisée pour la rééducation dynamique en situation de symptômes, et sous réserve d'être bien positionnée, parce que c'est une nécessité, elle ne bouge pas quand la patiente entraîne son périnée dans ces situations de majoration des symptômes. Une chose importante pour vous, je pense, c'est qu'elle est compatible avec tous les dispositifs et pas seulement les nôtres, et elle est normalisée d'un point de vue biocompatibilité sur le produit fini, c'est-à-dire qu'un laboratoire a fait des tests sur le produit assemblé et pas seulement sur les matériaux biocompatibles pour un usage cumulé de 24 heures. Ce qui vous donne une assurance de biocompatibilité qui correspond absolument aujourd'hui aux exigences qui nous sont imposées. Tout ça, c'est très bien. La rééducation a fait beaucoup de progrès et elle va en faire encore, entre nos techno wireless, entre cette sonde qui, vous le verrez plus en détail tout à l'heure, permet d'aller beaucoup plus loin dans la rééducation. Mais néanmoins, il restait beaucoup de progrès à faire, à notre sens. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts, d'une part à destination essentiellement des urogynécos, puisque nous avons déposé un brevet mondial depuis 8 ans maintenant, et nous travaillons sur ce projet depuis 8 ans pour développer un outil de diagnostic qui sera le premier dispositif de diagnostic des troubles périnéaux. Comme il existe des chaînes neurodynamiques pour ceux qui savent pratiquer ou qui ont étudié un bioneurodynamique, eh bien, dans un avenir relativement proche, il existera des chaînes des troubles périnéo-sphinctériens qui permettront à ces urologues et à ces urogynécologues d'établir un diagnostic fonctionnel précis et de définir une stratégie de traitement vraiment adaptée. Maintenant, on ne souhaite pas s'arrêter là parce que il est intéressant de noter un chiffre que vous ne connaissez probablement pas, c'est que le marché des couches pour adultes représentait en 2023 20 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions de femmes qui n'ont pas d'autre choix que d'acheter ces couches. Moi et mon équipe, ou devrais-je dire mon équipe et moi-même, nous ne trouvons pas ça satisfaisant. Donc nous avons également imaginé un système qui a été breveté mondialement et qui sera la première orthèse de suppléance qui stoppera les fuites
sans que la patiente ait besoin de faire une chirurgie et sans qu'elle ait besoin de porter des couches. Donc, pour conclure tout ça, nous avons le souhait d'avoir une vision transversale. Nous avons le souhait d'accompagner les professionnels que vous êtes vers une démarche qui est très distante de l'empirisme. Une démarche où il n'y aura place que pour l'analyse, pour la réflexion, pour le changement dans une approche beaucoup plus calibrée, beaucoup plus adaptée. Et notre souhait, c'est de faire évoluer notre discipline, la vôtre, mais je dis la nôtre parce qu'on la partage, cette discipline qui est la périnéologie, vers un concept beaucoup plus avancé que nous avons baptisé la métapérinéologie. Et j'espère que vous serez nombreux à participer à cette évolution. Je vais donc vous parler de la sonde Tulipe. La sonde Tulipe, c'est une sonde tout à fait particulière que nous avons mise sur le marché en tout début d'année, au premier trimestre. Mais pour comprendre son intérêt, je me permettrai un tout petit rappel anatomique on ne peut plus simple. Notre plancher pelvien, il est composé d'unités motrices essentiellement toniques dont le rôle est de réaliser un amortissement, une évacuation des hyperpressions dans l'enceinte abdominaux-périnéo-thoracique. Et les plans superficiels et médians sont eux beaucoup plus phasiques, avec un travail beaucoup plus en concentrique, là où les plans profonds vont travailler beaucoup plus en excentrique, même si les faisceaux pubovaginaux et puborectaux vont travailler en concentrique. Donc ça veut dire que cette entité anatomique, d'un point de vue fonctionnel, il y a une fonction d'amortissement, il y a une fonction de clôture, de verrouillage, et pas seulement de l'urètre, du vagin, enfin voilà, une fonction de clôture. Bien entendu, comme ça n'est pas la même typologie d'unité motrice, que ça fonctionne de manière coordonnée, mais pas toujours, eh bien il était important d'apporter une solution technique qui permette de voir ce qui se passe lorsque ce périnée doit travailler. Alors, les qualités principales de cette sonde, pour la première fois, c'est la sonde qui va s'adapter à l'anatomie de la femme, puisqu'elle est déformable. Ensuite, une autre chose importante, c'est que, sous réserve qu'on l'introduise bien jusqu'au cervix, et vous verrez comment le faire tout à l'heure, sa forme et son élasticité vont assurer un excellent maintien en position d'usage. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que les électrodes, comme on va le voir plus en détail, sont placées vraiment sur les zones anatomiques stratégiques, que ce soit les muscles profonds ou médians et superficiels, ce qui va permettre une stimulation analytique et un enregistrement sélectif de ces muscles. Et enfin, la taille des électrodes est adaptée pour diffuser l'énergie nécessaire, puisque ces plans profonds ont beaucoup plus de masse, beaucoup plus de surface, ils sont toniques, ils ont donc besoin de beaucoup plus d'énergie. Et même si ce point n'est pas toujours clair pour les rééducateurs, quand je parle d'énergie, je ne parle pas seulement d'intensité du courant électrique. L'énergie, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres qui permettent de la générer. Donc, ces tailles d'électrodes ont été adaptées. Cette sonde, évidemment, elle est apte à tenir en position de manière totalement autonome dans à peu près 80 à 90% des cas. Néanmoins, quand vous avez une béance vaginale et ou vulvaire moyenne ou importante, nous avons prévu 2 petites languettes qui vont venir exercer une pression contre le mur vaginal. J'attire votre attention sur une chose. Cette languette n'oppose qu'une pression de 90 grammes, ce qui est extrêmement faible. Et s'il y a un inconfort urétral, il faut regarder du côté inflammatoire de l'urètre, pas du côté technique. Je vous dis ça, je pense que ça fera écho dans l'esprit d'un certain nombre d'entre vous. Et donc, cette sonde qui va s'adapter aux différentes variations anatomiques des patients, elle présente un autre avantage, c'est que vous pouvez n'utiliser qu'un seul sonde sans avoir différentes sortes, différentes tailles, différentes marques, différentes sources d'approvisionnement. Comme vous pouvez le voir sur ces 2 photos comparées, enfin ce dessin et cette photo, la sonde a été dessinée, designée sur la base de 28 IRM, et donc d'un point de vue frontal, comme vous pouvez le voir, elle respecte parfaitement la forme du vagin, et comme vous pouvez le voir dans sa corolle, qui est le sommet de sa corolle, eh bien il a été aménagé pour pouvoir accueillir le cervix.
et je dis bien l'accueillir. D'un point de vue sagittal, regardez, c'est la seule sonde qui respecte l'angulation du vagin. Et ça, c'est absolument capital pour sa tenue, parce que lorsque la patiente va être debout, eh bien, le poids des viscères, la pression hydrostatique des viscères va venir plaquer cette sonde, ce cervix va venir s'engager dans la corolle, et la sonde va tenir parfaitement bien de ce fait. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire par ailleurs? C'est que, comme elle est déformable, cette sonde, vous allez le voir tout à l'heure dans la démonstration pratique, lorsque vous allez la pincer et l'introduire, elle va repousser les parois latéraux-postérieurs du vagin et les plaquer contre les coupoles périnéales qui, comme vous le savez toutes et tous, ne sont pas comme sur ce bassin anatomique, mais elles sont évidemment, non pas concaves, mais convexes. Et c'est la seule sonde qui va permettre ça, avec en plus un autre avantage, c'est que ça va renforcer la proprioception pour votre patient. Regardez un autre aspect extrêmement important sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est que vous preniez n'importe quelle sonde, j'en ai mis 3 sur ce slide, mais vous pourriez les prendre toutes, c'est le même principe. Qu'est-ce que l'on peut voir? Que aucune sonde ne permet de stimuler ou d'enregistrer les plans superficiels et médians, dissociés des plans profonds. On voit sur cette sonde-là, peu importe la marque, c'est le principe technique. Le courant va toujours d'une électrode à une autre. Ça, c'est un principe physique de base. Je vous laisse imaginer le champ électrique ici, ce qu'il stimule. Certainement pas ceci. Et tout au plus, la partie médiane et antérieure des plans profonds du périnée, alors que le rôle d'amortissement est essentiellement joué par toute cette partie latéraux-postérieure. C'est pourquoi nous avons mis les électrodes de cette manière et avec side tie pour diffuser beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Eh bien que nous avons fait un travail d'analyse très précis pour faire en sorte que déformabilité, le bord renflé que vous voyez entouré en violet, sa souplesse, le matériau qui est doux au toucher, tout ça, ça favorise une introduction confortable pour la patiente si vous respectez l'angulation du vagin. Et c'est le point clé, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, en synthèse de toutes ces qualités et avantages de cette sonde Tulipe, d'abord elle est compatible avec tous les dispositifs du marché, ce qui est important puisque nous n'avions pas le souhait de n'en faire bénéficier que nos clients. Elle peut être utilisée comme une sonde classique, bougie, périforme, simplement avec 2 électrodes qui vous permettront de stimuler les plans profonds comme vous le faites aujourd'hui avec une périforme, sinon que les électrodes seront beaucoup mieux placées. Vous pouvez l'utiliser pour une pratique un petit peu plus avancée avec les 4 électrodes pour dissocier plan profond, plan superficiel, mais aussi côté gauche, côté droit, puisque vous le constatez très régulièrement dans vos pratiques cliniques, il y a beaucoup de femmes qui ont des asymétries périnéales, et donc à partir des asymétries périnéales, il faut pouvoir traiter ces asymétries, sachant qu'un muscle qui a été très étiré ne répond pas comme un muscle normotonique, ou en tout cas qui a conservé ses propriétés bioélectriques, et donc il faut adapter le traitement, sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas d'outil qui permettait de le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, une fois que vous la pincez, elle a la taille d'un doigt, et donc elle s'introduit facilement, même si vous avez une atrophie légère. Une atrophie très importante, évidemment, ça va devenir plus compliqué, mais pas forcément plus qu'avec une sonde tampon, parce qu'une sonde tampon fait entre 20 et 25 mm de diamètre, et la sonde Tulipe, quand vous la comprimez, elle n'a plus que 20 mm de diamètre. Évidemment, l'énorme avantage, c'est que sa conformation et son poids plume font qu'elle va tenir parfaitement en place, mais parfaitement en place, c'est pas seulement en rééducation dynamique. Lorsque vous travaillez allongé, que vous avez une patiente qui a une inversion de commande, c'est important que la sonde ne sorte pas, évidemment. L'autre aspect intéressant, c'est que la patiente va pouvoir se concentrer sur sa rééducation parce qu'elle n'a pas la crainte que la sonde sorte. Ces languettes que je vous ai montrées vont renforcer encore toutes ces propriétés de maintien. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que à condition de l'introduire correctement en respectant l'angulation vaginale, comme on va vous le montrer, elle prend naturellement sa place et la patiente, elle l'oublie complètement. Ensuite, il y a le côté proprioceptif que j'ai évoqué. Cette sonde, elle est déformable élastique, elle exerce une pression de l'ordre de 8 à 900 grammes sur les parois du vagin et donc vient
plaquer parfaitement ces parois sur les structures musculaires. Outre la qualité de la stimulation et du biofeedback qui vont être la conséquence de ce plaquage parfait contre les muscles, eh bien, il y a ce côté proprioceptif. Les électrodes, comme je vous l'ai montré sur les plans anatomiques, elles sont placées là où elles doivent être placées et pas dans une vision de l'esprit de technicien ou que sais-je. Il fallait absolument que les électrodes soient là où elles sont pour les raisons évidentes que vous pouvez voir. Et puis, elle est parfaitement biocompatible. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce que par le passé, la biocompatibilité, ça se limitait à la biocompatibilité des matériaux qui composent le dispositif médical. Aujourd'hui, nous devons démontrer la biocompatibilité d'un produit fini. Et comme cette sonde a été normalisée tout récemment, nous avons obtenu son CE il y a quelques mois, c'est la première sonde qui rentre dans cette démarche de normalisation avec une approche du produit fini et pas seulement des matériaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Georges. Donc, Dr Ndongo Abdallahi, gynécologue obstétricien au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce thème de biofeedback en pelvipérinéologie. Le biofeedback en pelvipérinéologie, qui est une spécialité qui nous touche. Je suis dans un hôpital public et durant mes études, j'ai toujours essayé de me spécialiser en profondeur sur tout ce qui touche cette spécialité de pelvipérinéologie. Eh bien, si on parle de périnéologie, il est important quand même de commencer par nos recommandations qui sont nos sociétés savantes, qui permettent de nous guider pour mieux protéger nos patientes et surtout qu'on puisse choisir le traitement optimum. Quand on regarde le parcours de nos recommandations ces dernières années, l'HAS, autrefois l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé, l'ANAS, en 2000 avait publié cet article sur le bilan et technique d'éradication périnéale sphinctérienne pour le traitement de l'incontinence urinaire chez la femme. Et à cette époque, cet article, comme on le verra, ils avaient essayé surtout de démontrer pourquoi cette rééducation instrumentale était importante. 2 ans plus tard, il y a eu aussi un autre article, toujours sur la rééducation postpartum. Comme vous le savez, en France, depuis 1985-86, c'est pris en charge par la Sécu. Et ensuite, plusieurs sociétés savantes ont participé à l'élaboration de ces recommandations, y compris l'une des dernières articles d'HAS qui consiste à traiter nos patientes qui souffrent bien sûr des prolapsus génitales. On voit cet article de 2000, comme je viens de le dire tout à l'heure, avait déjà tiré cette sonnette d'alarme pour nous dire c'est important de pouvoir utiliser des techniques d'électrothérapie, de stimulation, de biofeedback et surtout cette rééducation instrumentale avait un avantage énorme quand il s'agit bien sûr d'accompagner ces patientes dans l'élaboration de cette prise en charge en comparaison bien sûr à la rééducation manuelle. Par contre là, je ne suis pas en train de comparer la rééducation manuelle à la rééducation instrumentale. Pour moi, la rééducation instrumentale, c'est-à-dire à l'aide de l'électrothérapie, c'est la prolongation de la main du thérapeute. C'est exactement comme nous, dans le bloc opératoire, quand on opère, eh bien, on se sert souvent de bistouri électriques. Aujourd'hui, on parle de la chirurgie robotique mini-invasive. Bref, tous ces dispositifs, ça ne peut que prolonger la main du thérapeute. Et exactement l'électrothérapie par des techniques d'électrostimulation de biofeedback ou instrumentales sont là pour nous accompagner, pour essayer d'apporter plus de clarté, plus de justesse, de percer ces mystères pour mieux accompagner et mieux traiter ces patients. Aujourd'hui, le thème, c'est le biofeedback. C'est quoi le biofeedback EMG? Le biofeedback EMG électromyographique, eh bien, c'est le rétrocontrôle biologique qui consiste à enregistrer et à restituer en temps réel, bien, au niveau de la patiente, son activité physiologique, fonctionnelle, donc des muscles du périnée, à l'aide de capteurs de surface qui peuvent être soit sous forme d'une sonde endocavitaire ou bien des électrodes adhésifs. Eh bien, on va projeter cette courbe de biofeedback soit quand on a une contraction ou une relaxation. Eh bien, ces capteurs vont nous
permettre de capter, par exemple, en microvolts, les valeurs des contractions ou des relaxations ou du tonus musculaire du périnée. Le principe ici est non seulement le biofeedback va permettre à la patiente de voir ce qu'elle ne ressent pas, mais surtout d'apprendre à ressentir ce qu'elle ne voit pas. Et c'est là où le thérapeute va jouer un rôle hyper important parce que grâce à son analyse, à son diagnostic, et surtout, ce thérapeute va continuer à aider, à guider ses patients à aller vers l'avant. Ce biofeedback EMG va nous aider, bien sûr, à aider cette patiente, surtout, à prendre conscience de son schéma moteur du périnée, bien sûr, et surtout de ses boucles sensoro-motrices que elle avait du mal à contrôler. Grâce au biofeedback, grâce à l'image, elle sera capable de voir ce qui se passe en temps réel. Ce biofeedback, donc, va permettre d'exercer ces rétrocontrôles, de répéter ces mouvements volontaires et ça va permettre surtout à cette patiente d'adhérer parce que cette patiente va voir aussi la progression de cette prise en charge d'une manière ludique et surtout de s'adapter surtout à la majoration de sa symptomatologie. Et c'est par là que ça sera important d'avoir cette image de contraction ou de relaxation sous forme de courbe de biofeedback et que ça soit en orthostatique ou en orthodynamique. Le patient verra la contraction et la relaxation. Il serait toujours important, donc, les objectifs de biofeedback EMG d'une manière dans la prise en charge de la sphère de périnéologie va aider le thérapeute à évaluer les aptitudes fonctionnelles, bien sûr, de cette patiente, que ce soit sa symptomatologie, l'incontinence urinaire à l'effort, un problème d'hypertonie, etc. Ça va aider aussi à cette patiente de prendre conscience de ses muscles du périnée, que ce soit sur le plan profond ou sur le plan superficiel. Ça permettra aussi de renforcer cette commande motrice. Souvent, les patientes vont dire « je suis en train de contracter », mais la réalité est tout autre. Et surtout, on mettra ces patientes soit en position allongée, orthostatique ou même en dynamique, en tenant compte bien sûr de ces symptômes. Ce biofeedback va nous permettre également de renforcer la contraction analytique, soit tonique ou phasique, mais aussi d'améliorer le tonus de base du périnée qui est protecteur. Quand le tonus de base du périnée baisse, la patiente est à haut risque de développer différents types de pathologies, notamment en posture. Quand la posture n'est pas adapté, eh bien, ça peut impacter, ça peut mettre la patiente en situation, on va dire, à haut risque de développer les pathologies, les troubles de la statique pelvienne. Le biofeedback, donc, va nous permettre d'améliorer cette qualité de la contraction, mais surtout aussi de la relaxation dans cette démarche thérapeutique. Ce biofeedback va nous permettre également de renforcer le réflexe du périnée, que ce soit le réflexe d'anticipation à la toux ou les réflexes myotatiques, d'améliorer la coordination thoraco-abdominaux-pelvienne et posturale, car le périnée, c'est le centre du corps, il est directement lié à d'autres parties du corps, que ce soit sur le plan abdominal, respiratoire, que ce soit la posture, tout est lié. À l'aide maintenant de ces biofeedbacks wireless, ça va nous permettre d'aller encore beaucoup plus vers l'avant, car nous serons en mesure de mettre nos patients dans leur situation de majoration des symptomatologies. Si cette patiente, par exemple, son incontinence urinaire de force se manifeste très souvent lorsque ces patients sont en course lente, à l'aide de cette technologie wireless, nous serons en mesure de mettre nos patientes en situation et surtout d'extrapoler cette prise en charge tout en accompagnant ce qui se reflète sur l'écran. Ce qui est important quand même, on tient à le rappeler, quand on regarde cette trajectoire du cycle de la vie de la femme en périnéologie, nous constatons qu'il y a plusieurs étapes qui peuvent, on peut dire, le plus marquant, de la naissance jusqu'à l'âge mature, voire même en post-ménopausique. Nous constatons qu'il y a une part importante sur le plan oestrogénique, sur le plan
hormonal. Bien sûr, il n'y a pas que de l'oestrogène, il y a d'autres hormones qui participent. On voit très bien la période d'enfance, par exemple, nous avons une faible activité hormonale et le périnée n'est pas mature. Nous avons la rééducation pédiatrique. Lorsque ces enfants présentent le trouble de la statique pelvienne, à la puberté, c'est là où les hormones commencent à prendre le dessus. Surtout, il y a un pic ou une augmentation, on va dire, oestrogénique et cyclique chez la femme. Eh bien, nous aurons un changement au niveau de la trophicité musculaire. Pendant la grossesse, là également, nous aurons un changement hormonal majeur, y compris de la progestérone, l'élastine, donc qui participe à la relaxation de différents tissus. Il y a une étude récente qui a été faite et qui a démontré que toutes les différentes structures tissulaires au niveau du périnée ont des récepteurs oestrogéniques. Et on le voit très bien, il y a un pic qui arrive souvent au niveau de la période périménopausique ou postménopausique. À l'accouchement, là également, avec que ce soit l'accouchement par voie basse ou par césarienne, du fait qu'il y a eu déjà un grand changement hormonal tout le long de la grossesse, avec l'élastine, etc., au niveau abdominal, la posture, le positionnement fœtal durant toute la grossesse, voire même jusqu'à l'accouchement, eh bien, tous ces éléments peuvent devenir la porte ouverte si on ne prend pas soin de là. C'est pour cela, depuis 2000, voire même jusqu'à 2002, l'article de l'ANAS avait souligné cette rééducation en postpartum. Et en postpartum, c'est une opportunité de faire des évaluations, même pendant la grossesse, les patientes à haut risque, de leur accompagner, préparer cet accouchement pour que, en postpartum, ces patientes, le plus rapidement possible, puissent récupérer. Et en suivant cette trajectoire du cycle de la vie de la femme, nous aurons la période d'équilibrage, de rééducation après la première grossesse, la deuxième ou voire même la troisième chez les multipares. Et il va arriver une période où cet apport oestrogénique va cesser d'une manière brutale pour certaines patientes et d'autres progressivement. Et c'est là où s'installe la phase périménopausique, voire même la période ménopausique où on aura des problèmes au niveau de la statique pelvienne, le problème de trophicité, de sécheresse vaginale, des dyspareunies, des hypertonies, etc., sans oublier l'hygiène de vie de cette patiente depuis l'enfance, sa posture, ses modes de vie. Tous ces éléments vont peser au niveau de la balance pelvie-périnéale. Et les indications donc de ce biofeedback, on peut voir que ça touche quasiment toutes les symptomatologies de la statique pelvienne, que ce soit au niveau de l'incontinence urinaire à l'effort. Vous pouvez avoir des patients qui ont une faiblesse périnéale, ou un problème d'anticipation, ou un problème qui peut être lié aux hyperpressions abdominales, ou certains peuvent avoir aussi une hypermobilité érythrale. On voit très bien que le problème, il n'est pas que loco-régional, il est important de tenir compte aussi de la globalité. Le biofeedback va nous aider aussi, que ce soit dans l'hyperactivité vésicale chez ces patientes, que ce soit pour renforcer son réflexe à 3 démaonies, l'incontinence mixte, on prendra la balance, la gêne, que ce soit l'incontinence à l'effort et l'hyperactivité vésicale, pour essayer de cibler cette prise en charge. Le biofeedback va nous aider de corriger analytiquement, que ce soit la contractilité, la relaxation, les différents réflexes. En cas d'hypertonie, eh bien, le biofeedback négatif va nous aider à cette patiente de voir son tonus de base qui est beaucoup plus élevé et à apprendre à ajuster, guidé par cette thérapeute ou cette sage-femme qui fait cette rééducation. L'asymétrie des coupoles pelvie-périnéales, là également, c'est hyper important, surtout de voir cela, parce que nous ne sommes pas symétriques dans notre globalité, posturalement parlant, que ce soit les chaînes myofaciales, que ce soit lors des grossesses, la posture fœtale à l'accouchement au IGA occipito-iliaque gauche antérieur, et à l'accouchement, l'impact de la tête du périnée gauche et du périnée droit, ce n'est pas du tout symétrique. Eh bien, tous ces facteurs de risque vont venir participer à ces déséquilibres pelvie-périnéale. Les problèmes de prolapsus, que ce soit un déficit ligamentaire ou des organes de soutènement, des fascias, là également, que ce soit au niveau de la trophicité de ces tissus, le biofeedback pourra nous aider à compenser ces déséquilibres qui existent, y compris au niveau du trouble sexuel, que ce soit une dysparonie avec ces hypertonies associées.
on peut toujours se servir du biofeedback négatif pour donner le sens au tonus de base de cette patiente qui est très très élevé en cas d'une hypertonie. Eh bien, on peut toujours se servir de ces biofeedbacks. Le biofeedback EMG peut aussi être utilisé en matière de troubles anorectaux. Il y a d'autres types de biofeedback également. Aujourd'hui, on parle plus de biofeedback électromyographique. Il y a aussi de biofeedback, bien sûr, manométrique, le biofeedback dynamométrique sous forme de force. Ces éléments sont aussi utilisés pour aider nos patients à lutter contre ces mauvaises coordinations pelvipérinéales, que ce soit au niveau périnée et transverse, en postpartum ou en postural. On voit très bien l'usage de ce biofeedback peut être en haut et à large, plus utilisé quasiment chez toutes les pathologies touchant la sphère pelvipérinéale. Le bénéfice de ce biofeedback, ça va nous permettre, on va dire, de renforcer la prise de conscience du périnée du patient. Le patient va prendre conscience de l'état de son périnée parce qu'il y a une image de son activité instantanée qui est reflétée sur l'écran. Ces biofeedbacks vont nous permettre aussi de travailler analytiquement, que ce soit pour le renforcement de ces fibres toniques d'une manière endurante et de renforcer bien sûr les fibres phasiques dans cette rapidité ou l'explosion, la contraction par rapport à la force. Mais n'oublions pas aussi la relaxation en cas d'une hypertonie. Le biofeedback peut aussi nous aider à ramener les différents réflexes, car le périnée a une partie autonome et l'autre partie qui est plutôt motrice. Eh bien, la partie autonome des réflexes d'anticipation à l'atout, les réflexes myotatiques, eh bien, tous ces éléments, le biofeedback peut nous aider à leur renforcer en cas d'absence ou de retard de ces différents types de réflexes. Le biofeedback, donc, va renforcer ces schémas moteurs du patient d'une manière volontaire, mais aussi d'une manière autonome. Et surtout, nous allons travailler, que ce soit en statique ou en dynamique. Il est important donc de se servir de ces dispositifs, de tout ce que nous avons à notre portée. Et la sonde Tulipe, moi je pense qu'elle va nous apporter un avantage énorme quand il s'agit par exemple de cette asymétrie des coupoles. Comme on n'est pas du tout symétrique, eh bien l'asymétrie des coupoles, ça pose un sérieux problème. Si on ne le règle pas très tôt, ça peut être la porte ouverte aux autres désordres biomécaniques, fonctionnels, anatomiques au niveau pelvipérinéal, notamment l'incontinence urinaire à l'effort, le problème d'hyperactivité vésicale, le problème de tonus de base du périnée et toutes les autres pathologies que je viens juste de souligner. Et il fallait trouver un dispositif qui non seulement va respecter l'anatomie fonctionnelle de cette femme, par aussi son poids qui est plutôt léger, mais surtout, ça va nous permettre de voir ce que c'est, que ce soit sur le plan profond ou sur le plan superficiel. Et surtout, nous pouvons mettre cette patiente en situation, en temps réel, par rapport à la majoration de la symptomatologie et de pouvoir accompagner cette patiente dans cette prise en charge rééducative. L'asymétrie des coupoles périnéales, comme on vient de le voir, peut tirer son origine non seulement par nos habitudes quotidiennes, la mauvaise posture, mais aussi, comme on vient de l'évoquer, quand on suit la trajectoire du cycle de vie de cette femme, que ce soit pendant la grossesse, comme je viens de l'évoquer il y a juste un instant, l'étirement au niveau abdominal, même après une césarienne, les adhérences, etc. Tous ces éléments peuvent participer au déséquilibre des coupoles pelvipérinéales. Et grâce maintenant à ces dispositifs, nous serons en mesure de non seulement de voir cette asymétrie, et surtout on peut se servir non pas que juste du biofeedback, mais du couple STEAM-bio. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une asymétrie du côté gauche très faible en comparaison au côté droit, on peut au début commencer par des techniques de stimulation électrique, de renforcement, et juste après d'extrapoler, d'ajouter du biofeedback, et pour essayer, sous forme de relais, d'accompagner cette patiente, parce que la patiente devient active dans cette prise en charge. Ça va nous permettre donc de renforcer le schéma moteur, et grâce à ces dispositifs, nous serons en mesure non seulement de le renforcer d'une manière sur le plan profond, sans oublier sur le plan superficiel, en tenant compte, bien sûr, avec une vision globale, transversale, par exemple, périnée profond versus
transverse, périnée superficielle versus transverse, l'analyse des différents types de réflexes d'anticipation à la toux ou le réflexe myotatique, etc. Je partage surtout avec vous ces cas cliniques parce que moi, personnellement, ça fait partie de ma pratique quotidienne. Hein. À l'hôpital, certes, je suis gynécologue obstétricien, mais je n'ai jamais hésité à apprendre cette technique parce que très tôt, j'avais compris que tout ne peut pas se résoudre par la pharmacopée ou par la chirurgie. J'ai eu une patiente jeune, on peut voir 42 ans, qui souffrait pendant les 20 dernières années d'une douleur pelvienne et surtout les 4 dernières années, c'était vraiment catastrophique pour cette patiente. Elle avait essayé différents types de traitements, y compris des infiltrations, sans aller dans les détails. Et bien, quand elle était venue, cette patiente, après l'analyse, j'avais constaté qu'il y avait non seulement une dysparonie profonde, franche, à certaines zones bien précises. Et je n'ai pas surtout hésité d'appliquer ces techniques de stimulation en ciblant les zones douloureuses, en alternant 2 tubes de courant, le tense gate control et le tense endorphinique. Alors, pourquoi je vous parle de la stimulation là? Parce que on constate que en cas de douleur, nous avons souvent aussi une hypertonie. Et donc, j'ai associé la stimulation antalgique en priorisant le voie rapide avec le tense gate control, tout en stimulant les opioïdes à l'aide du tense endorphinique. Et surtout, j'ai utilisé du biofeedback négatif pour que cette patiente puisse apprendre à se relâcher. À l'aide de la sonde Tulip en mode doigtier, on est en mesure de cibler les zones douloureuses et même pouvoir relâcher en mode de biofeedback négatif. Et après 4 séances de traitement, cette patiente était libre de vivre sa vie naturellement. D'ailleurs, je continue à suivre cette patiente depuis 2020. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que cette patiente n'a pas du tout récidivé. C'est pour vous dire que ces techniques que nous avons de la prolongation de la main du thérapeute, que ce soit d'une manière de stimulation ou de biofeedback, ça peut résoudre certains problèmes qui sont énormes et qui pourrissent malheureusement la vie de nos patientes. Et je vous encourage vraiment à appliquer cela dans votre vie quotidienne. Vous verrez, dans votre cas pratique, vous verrez que vous allez améliorer la qualité de vie de beaucoup de patientes. Et surtout, comme c'est en première ligne quand on regarde. Un deuxième cas que je voulais partager avec vous, on parle de plus en plus de l'endométriose. Cet article a été publié cette année 2025 et on voit dans cet article cette prise en charge globale, pluridisciplinaire, incluant les techniques de rééducation périnéale. Il est important qu'on prenne compte de cela parce que, comme on sait très bien, le problème d'endométriose, aujourd'hui, les diagnostics, il s'est fait tellement tarder, en moyenne presque 8 ans, avant qu'on ait un vrai diagnostic. Donc, pour vous dire que ces patients, durant toutes ces périodes de souffrance, eh bien, on peut utiliser les techniques de rééducation en biofeedback, par exemple, dans la relaxation, s'il y a une hypertonie associée, la respiration associée, on peut mettre des électrodes, des capteurs de surface pour coordonner le périnée avec une vision globale, manuelle, sans oublier s'il y a des douleurs. On peut travailler en tonolyse, stimulation, relaxance ou en biofeedback négative, tout en aidant cette patiente à avoir une vie plutôt normale. Quand on regarde aussi cet article qui a été publié aussi récemment en 2015 concernant l'hyperactivité vésicale, on voit très bien dans cet article de 2015 la place de la rééducation périnéale, que ce soit par l'électrothérapie mode stimulation inhibiteur, mais aussi en biofeedback sous forme de réflexe A3 des Mahoney. Donc on peut se servir de ces techniques pour aider ces patients à lutter contre l'hyperactivité vésicale. Là également, on voit la place du biofeedback. Donc le biofeedback peut nous aider à renforcer le réflexe A3 des Mahoney qui va inhiber la contraction des détruiseurs pour lutter contre la pollakiurie, l'urgenturie et qui fait partie bien malheureusement des problèmes de symptomatologie de l'hyperactivité vésicale. Le biofeedback peut nous aider à lutter contre cela et surtout à améliorer la qualité de vie de ces patientes qui souffrent de l'hyperactivité vésicale. Les traitements médicamenteux, il y a souvent des effets secondaires majeurs et dans certains articles, on voit très bien la place de l'électrothérapie qui peut être utilisée en première ligne parce qu'on n'a pas des effets secondaires et surtout ça permet à cette patiente d'avoir une bonne coordination, renforcer la prise de conscience de son périnée pour aller vers l'avant. En matière de prolapsus, cet article d'HAS
publié en 2021, là également, on voit la place de la rééducation périnéale, surtout lorsqu'il s'agit des prolapsus modérés. Bien sûr, on peut le couple de l'électrostimulation, du biofeedback associé à la PCRO-thérapie. Tous ces éléments peuvent aider à lutter contre le problème de prolapsus génital. En cas de cystocèle, on peut toujours faire la rééducation périnéale. On peut utiliser l'arsen tulipe avec à l'aide de cette petite palette, peut refouler la paroi antérieure. En cas de béance vaginale, on peut toujours envoyer du courant en mode électrostimulation et surtout, on peut capter le biofeedback et aider ces patients à prendre conscience de son périnée. Bien sûr, il faut non seulement utiliser le biofeedback sous forme loco-régionale, mais surtout, il faut aussi l'extrapoler avec les hyperpressions abdominales, la perte du poids, une bonne hygiène de vie, éviter de port de charges lourdes, etc. On voit très bien la rééducation, même si ces patients devaient être opérés. Après, la rééducation périnéale va préparer cette prise en charge opératoire pour éviter les récidives en post-opératoire. En mode sandwich, on peut faire quelques séances de rééducation en préopératoire et en post-opératoire. On peut revenir pour faire en sorte que cette patiente puisse regagner la confiance et surtout la maîtrise de son périnée. Et là, la place de la rééducation périnéale, c'est hyper important, on le voit bien au niveau de cet article. Et en conclusion, je voulais juste dire, aujourd'hui, certes, le thème, il s'agit bien du biofeedback. On a vu son importance, que ce soit au niveau des différents types de pathologies. Eh bien, le biofeedback EMG électromyographique, c'est un dispositif qui non seulement qui se propose de remplacer les informations proprioceptives et déficientes ou absentes des informations extéroceptives, visuelles, auditives ou d'une manière tactile au niveau de l'écran. Ça va me permettre aussi de non seulement à ces patientes de programmer ou de reprogrammer les boucles neuromotrices lorsque ces sensations de proprioception sont très faibles. Eh bien, à l'aide du biofeedback, à l'aide du rétrocontrôle, eh bien, ces patientes va pouvoir voir sur l'écran en mode miroir ce qui se passe. Le biofeedback va également nous permettre non seulement de refléter d'une manière physiologique ce qui se passe et surtout de mieux comprendre l'activité. Le patient va comprendre ce qui se passe et le thérapeute pourra mieux l'interpréter pour pouvoir mieux guider cette prise en charge. Ce biofeedback EMG électromyographique, on peut aussi, grâce à ces nouvelles technologies, aider nos patientes en conditions réelles de leur majoration de la symptomatologie, que ce soit en statique ou en dynamique. L'arsen tulipe, quant à elle, elle va nous apporter d'énormes avantages, que ce soit au niveau de la contraction volontaire, le renforcement des différents types de réflexes, la coactivation plan profond versus plan superficiel, profond versus transversal ou profond versus postural. On peut aussi l'utiliser sous forme de sonde de doigtier, comme on l'a vu, et délivrer les courants adaptés et surtout capter le signal électromyographique de notre patiente en adaptant les paramètres le plus proches de la réalité. J'ai essayé de vous présenter rapidement l'essentiel en matière de biofeedback. Je me suis servi de ces différents types de recommandations, que ce soit au niveau de l'HAS, des nouveaux articles, mais aussi au niveau de la Phoenix Academy, au niveau de base de données de Phoenix Vivaltis Montpellier de 2025. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici. Donc, je suis Julie Perrin, kinésithérapeute spécialisée en palliérinéologie féminine. Et du coup, le but de mon intervention, c'est de vous présenter une séance concrète avec cet nouvel outil qui est de l'innovation au service de la rééducation. Donc, je vais d'abord vous montrer comment il faut l'insérer, car c'est une sonde qui est faite d'un matériau très souple, très confortable, mais on va voir qu'il y a une précaution pour l'insérer. Donc, pour ce faire, hop, on va mettre du gel sur le débord externe. On va aussi en mettre un petit peu sur le bord interne, mais on évite d'en mettre au niveau des bases, car pour l'insertion, on va voir qu'il va falloir pincer ici, ce qui va nous permettre une bonne insertion. Donc, bien sûr,
sur les surfaces de contact, mais on fait attention à ce que ça ne déborde pas à ce niveau-là. Pour l'insertion, on va légèrement la pincer. On va du coup pouvoir l'insérer environ de 2 cm, puis, pour respecter l'anatomie, on va légèrement faire une dépression vers le bas afin qu'elle se place parfaitement par rapport au cervix. Et donc, sur cette sonde qui a été parfaitement conçue, on va vraiment pouvoir s'adapter, comme il a été dit auparavant, à la majorité de nos patients, puisqu'on va pouvoir rajouter des petites languettes. Si par exemple, on a la présence d'isocèle, cette petite languette va pouvoir être contenue à l'intérieur de la sonde lors de la mise en place. On va pouvoir effectuer des légères petites rotations. Et lorsqu'elle va donc être mise en place, elle va se déployer comme une corolle. Et cette petite languette va permettre de maintenir l'ensemble des organes. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir bien évidemment travailler en position fonctionnelle, c'est-à-dire en position debout. En petits tips, étant donné que vous voyez, comme il a été expliqué, on va pouvoir vraiment travailler sur différents plans, comme une tulipe. Donc, pour les connectifs, vous voyez, il y a un moyen mémotechnique. Lorsque vous allez vouloir travailler sur les plans profonds, vous pensez aux pétales. Donc, les plans profonds seront vos connectiques rouges. Lorsque vous allez vouloir travailler sur les plans superficiels, vous pensez à la tige qui est dans la terre, et du coup, ce seront les connectiques noirs. Bien évidemment, ce qui va être très intéressant, c'est de pouvoir aussi travailler à la fois côté gauche et côté droit. Pour cela, étant donné que la sonde, une fois qu'elle est mise en place, elle va être parfaitement mise, on va pouvoir soit avec un petit marqueur, soit avec des gommettes, soit avec un petit peu de taille, par exemple, se dire que vous mettrez toujours un petit repère sur le côté droit. Comme ceci. D'accord? Donc, si on répète au niveau des petits tips, on se rend compte que du coup, tulipe, les pétales, plan profond, les connectiques noirs, la terre, plan superficiel. Voilà. Donc là, on va passer du coup en pratique en situation réelle. Je vais vous présenter ma charmante patiente. Donc, ma patiente est âgée de 38 ans. Elle est donc en postpartum. L'accouchement, c'est un deuxième accouchement par voie basse qui a eu lieu il y a 3 mois d'un bébé de 4,5 kg avec un périnée intact. Donc, cette patiente est aussi kinésithérapeute. Elle a aussi une bonne conscience de son périnée, mais on va voir concrètement comment on effectue une séance. Donc, bien sûr que au préalable, on va faire un petit exercice en position allongée. Donc, je t'en prie, installe-toi. En fait, pourquoi la position allongée? La position allongée sert juste à une chose, à expliquer à la patiente le concept du biofeedback, tout simplement, et donc du coup, à lui expliquer les fibres toniques et les fibres phasiques. Bien évidemment, le plus rapidement possible, c'est-à-dire à la fin de ce premier exercice, on va donc, vas-y, je t'en prie, on va donc pouvoir passer en position debout. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Allonge-toi. Hop. Donc là, on va commencer par faire une évaluation plan superficiel, plan profond. Donc, je vais décider de mettre mes voies vertes sur le plan profond. Donc, je connecte mes 2 fils rouges. Plan superficiel, je connecte. Hop. Comme ceci. D'accord? Je vais pouvoir allumer mon pod. Bien. Donc, comme il a été dit, cette sonde tulipe va pouvoir être utilisée sur l'ensemble des appareils de biofeedback,
Nous reparlerons ensuite des programmes spécifiques que Vivaltis a établis pour ces appareils. Donc, le tarage, on voit que ma patiente n'a pas d'hypertonie. Refais une petite contraction, s'il te plaît. Relâche. Je vais pouvoir faire mon deuxième tarage et relâche. OK. Donc là, c'est parti. Donc, je vais demander à la patiente de suivre cet écran. Je lui donne pas forcément de consignes, en fait. Je lui demande de suivre le schéma. Et moi, ça me permet aussi de voir ce qui se passe, car si on donne trop de consignes au préalable, on va biaiser la réalité de son action. Donc là, on voit bien repos, la patiente se repose. Donc, je vous rappelle que au-dessus, la voie verte, c'est le plan profond, et en dessous, c'est le plan superficiel. Resserre, essaye, tu maintiens tranquillement, tu maintiens, on relâche, parfait. On va réanalyser après ce qu'il faut voir sur ce type de courbe, mais déjà aussi ce qui est important, c'est que on rassure la patiente, on voit que c'est quelque chose qui est ludique, ok, et on voit bien voilà qu'il y a des petits mouvements, mais qu'il est impossible en effet d'avoir un tracé totalement plat étant donné que c'est une activité musculaire. En tant que thérapeute, on vérifie bien évidemment de voir la vitesse de réaction aussi bien au niveau de la contraction que du relâchement. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir lui redire par rapport aux fibres phasiques. Donc là, on a les toniques, on serre, on maintient, on tient, 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 on relâche tout. Parfait. Donc là, vous voyez que tout se passe bien. Il y a des décennies, la rééducation avec sonde s'arrêtait plus ou moins à ce moment-là. Et on va voir que maintenant, ce type de programme n'est qu'un prémisse et qu'une introduction à la séance. Car en une seule séance, vous allez voir tout ce qu'on peut faire puisque c'est vraiment le temps réel d'une séance que nous réalisons ici. Parfait. Voilà. Et évidemment, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir sauvegarder les séances pour pouvoir superposer au fur et à mesure du temps les différentes séances pour voir l'évolution de la patiente. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi quand il y a plusieurs grossesses, du coup, de recomparer aussi avec les grossesses précédentes. Voilà, donc là, vous voyez, félicitations. Yes. Nous avons un très bon score, mais comme je vous le dis, en fait, ceci m'a juste permis de voir ce qui se passe, mais au niveau fibrotonique, fibre basique, mais c'est vraiment qu'une introduction et on va pas absolument pas s'arrêter là. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Très bien. Donc là, je vais pas modifier pour le moment les branchements. Le branchement pas là. Donc, on va pouvoir faire un programme, par exemple, de biofeedback libre. Parfait. Super. Je t'en prie. On relâche. Contracte. Relâche. Très bien. Je vais faire mon deuxième tarage. Relâche. Ok. Non, c'est parfait. Donc, là, ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vais demander à ma patiente de faire des actes de vie quotidienne. Je vous rappelle les branchements, plan profond, plan superficiel. Donc là, tout simplement, contracte, relâche, très bien. Je vais te demander de soulever cette kettlebell qui fait 6 kilos. Du bas. À partir du bas, soulève-la, relâche, ressoulève-la. Ok, parfait. Donc là, vous voyez que ma patiente, alors qu'en position allongée, tout semblait bien, on se rend compte qu'en position debout, elle n'a pas en fait encore appris le réflexe d'automatisation, elle n'a pas soufflé, mais c'était fait exprès de ne pas lui avoir donné les consignes au préalable parce que c'est via l'échec
qu'on favorise l'apprentissage. Donc, une fois qu'on va lui donner les bons gestes et les bonnes techniques de la vie quotidienne, elle va s'auto-corriger elle-même et c'est ça qui sera important. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si là, je te demande de souffler, tu penses bien à ton périnée, tu penses bien à ton transverse, aussi à ta posture. Voilà. Relâche. Encore une fois. Souffle bien. Serre bien ton périnée. Ok. Et on relâche. Parfait. Donc en fait, là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une bonne symétrie de ces courbes entre plan profond et plan superficiel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tu peux tousser aussi, mais ce qui va être, allez, vas-y. Voilà. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va du coup travailler maintenant côté gauche et côté droit. C'est pour ça que je vous avais invité au préalable par ces petits tips à repérer en fait les différents côtés. Car, hop, je vais pouvoir, au niveau des branchements, hop, je vais pouvoir me dire que ma voix gauche, hop, je vais par exemple la brancher sur ma voie verte et comme ça j'ai repéré mes fils parce que si j'avais pas mis ces petits tips, je ne saurais pas qui est quoi. Et donc du coup, sur la voie jaune, hop, je vais brancher mon autre côté. Très bien. Donc, on relance, contracte. Voilà. Je vais faire mon petit arrache. Relâche. Parfait. Contracte. Relâche. Relâche. Contracte. Relâche. Ok, c'est parti. J'ai oublié de vous donner aussi un détail qui peut avoir son importance, comme il a été évoqué au préalable par Dr Ndongo. Ma patiente est allaitante, donc il y a aussi bien évidemment un effet sur l'ensemble des tissus. Ce qu'on peut constater, je vous rappelle que la voie verte représente mes coupoles droites, ma voie gauche, mes coupoles gauche. La voie jaune, pardon, coupole gauche. Et donc au niveau de mes valeurs, j'ai 55 microvolts contre 30 microvolts. D'accord? Donc, bien sûr que c'est un petit peu légitime suite à l'accouchement, mais du coup, vous voyez que ça nous fait un outil d'évaluation et que si on s'était arrêté aux évaluations précédentes, nous n'aurions pas pu remarquer cela. Donc, je t'en prie, on va refaire des petits mouvements. Souffle fort, s'il te plaît. Et relâche. Très bien. Par exemple, hop, tu peux soulever. Vous voyez que ce sont des actes de vie quotidienne, puisque du coup, cette maman a une petite de 3 mois. Donc, du coup, on peut voir exactement aussi ce qui se passe et ça lui permet à elle-même de le visualiser aussi. On peut aussi lui demander de serrer, par exemple, un cerceau de pilates, tout simplement parce que du coup, ça, c'est des actes de vie quotidienne qu'elle fait où elle utilise ses membres supérieurs et du coup, au fur et à mesure, on verra si son moteur du mouvement se situe bien au niveau notamment du périnée. Vas-y, je t'en prie, resserre. Ok. Donc là, on voit qu'on a toujours cette petite différence, mais on voit aussi même par rapport aux valeurs et au tarage que du coup, il est possible que le mouvement accentue cette différence de force au niveau des coupoles. On va même pouvoir le constater si on demande par exemple à la patiente de trottiner. C'est une patiente sportive hein, qui a fait beaucoup d'athlétisme. C'est pas mal. Ok. Parfait. Très bien. C'est reparti encore, s'il te plaît, sans que tu regardes l'écran. Hop. Vas-y. Parfait. Et on relâche. Très bien. Donc là,
ça nous permet vraiment d'avoir cette évaluation aussi, où on se rend compte que, vous voyez, elle n'arrive pas pour autant au plafond, ce qui nous montre bien qu'à l'effort, on a vraiment cette différence aussi de force musculaire qui, du coup, parfois peut s'accentuer à l'effort ou non. C'est pour ça que c'est vraiment un outil d'évaluation qui va nous optimiser par la suite toute notre prise en charge. On fait vraiment du sur-mesure. Encore une fois, si on n'avait pas fait ce mode-là, je vous le rappelle, on aurait dit, bah, tout va bien, entre guillemets, il n'y a pas de problématique particulière. Or là, cet outil d'évaluation nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait une différence entre la coupole gauche et la coupole droite. Et encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est d'être reproductible dans le temps pour après superposer les courbes. Au-delà de cette possibilité, nous allons aussi pouvoir, par exemple, encore une fois, changer les branchements. Donc, par exemple, on va se dire voie verte, plan profond. Donc, vous pouvez faire déjà l'exercice dans votre tête. Quel fil vous allez connecter si vous voulez le plan profond. Rappelez-vous du petit moyen mémotechnique, les pétales de la tulipe. Donc, on va brancher sur les fichus rouges. Hop. Et par exemple, on va pouvoir brancher au niveau des abdos les fils jaunes. Okay. Je fais exprès de vous montrer tout ça sur un programme de biofeedback libre pour que ça soit possible sur l'ensemble des appareils. Je vous montrerai après les programmes spécialement conçus par Vivaltis pour vous faciliter encore plus la vie. Donc là, je vous rappelle, voie verte, plan profond du périnée. Contracte, s'il te plaît. Lâche. Au niveau des abdos, on rentre le ventre comme si tu rentrais dans un pantalon trop petit. On relâche. Très bien. Parfait. Donc là, ce qui va aussi être intéressant, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je tourne l'écran. Pas que ma patiente voit ce qui se passe, mais vous avez le droit de le voir. Alors, je vais le tourner comme ça. Ok. Donc là, je vais te faire encore des petits gestes de vie quotidienne. Tu vas reporter ce petit poids de 6 kilos. Ok. Tu relâches. Refais-le encore une fois. On va essayer de tout faire sur une page. On relâche. Ensuite. On va passer sur une page là. Ok. On va relancer. Alors, on va relancer. On repart du début. On repart du début. Est-ce que, normalement, j'arrive à le faire sur une page? Et je fasse quoi? Je porte. Vas-y, je te dis. Donc, tu portes, tu relâches. Ok. Tu prends cerceau, tu serres, tu relâches. Ok. Ensuite, tu dis chut, chut. Ok. Tu tousses. Ok. Tu peux te mettre sur une jambe et on relâche. Parfait. Et ben voilà. On se rend compte du coup que vous voyez, alors que la patiente avant volontairement arrivait aussi à avoir une bonne contraction, que là du coup, il va falloir qu'on retravaille son automatisation. Donc, pour ce faire, on va en fait aussi le travailler en visuel, en prise de conscience directe. Donc là, je vais te demander, Juliette, hop, de reprendre par exemple cette kettle et je vais te demander de la lever. Et là, comme je vous l'ai dit au préalable, je lui ai pas donné évidemment de consigne, mais je vais lui dire, essaye maintenant de souffler quand tu fais un effort. Super! Vous voyez que d'ores et déjà, on va amener une composante qui permet d'améliorer son résultat. Je vais aussi pouvoir lui amener une seconde composante. Je vais par exemple de lui dire, Juliette, quand tu souffles, tu vas aussi essayer de t'auto-grandir. Parfait! Et vous voyez que là encore, on va améliorer les courbes. Donc, une fois qu'on lui fait prendre conscience de tout ça, on va pouvoir le retravailler en visuel sans forcément lui redonner les consignes. On va pouvoir même innover au niveau des exercices.
Moins. Hop. Parfait. Voilà. C'est bon, c'est pas dans le cadre. Donc ça se trouve chez un marchand suédois. C'est assez pratique et sympa. Donc là, on va simuler en fait une montée d'escalier, par exemple. Donc, je vais te demander, allez, tu montes et tu descends. Ok. Et vous voyez, vu que la patiente était hyper concentrée, elle n'a pas pensé à souffler. Donc, s'il te plaît, Juliette, tu vas le refaire en soufflant. Regardez la différence. Et donc, du coup, de suite, pour la patiente, le fait qu'elle le voit en direct via ce biofeedback va lui permettre que ça s'ancre davantage. Et les patientes souvent disent « Ah bah j'y ai pensé du coup dans ma vie quotidienne comme si j'avais l'écran devant moi ». Donc c'est ça qui va être très intéressant. Recommence une fois. En soufflant. En soufflant, oui, alors si possible. Génial. Voilà. Et du coup, le but, enchaîne là. Vas-y, enchaîne un petit peu. Et relâche. Super. Encore. Et relâche. Très bien. Parfait. Donc, vous voyez que là, ma patiente, elle progresse nettement. Donc déjà, vous voyez que en une séance, vous pouvez déjà faire testing, position allongée, qui est juste l'introduction. On met ensuite les patientes en position debout. Pourquoi? Parce qu'il faut les mettre en position de problématique. C'est pas allongé que les patientes ont des fuites ou sentent de la pesanteur ou ont un périnée relâché. D'accord? C'est en position debout et fonctionnelle. Si vous avez une patiente qui vous dit qu'elle a une problématique pendant qu'elle joue au tennis, elle vient ici avec sa raquette de tennis pour travailler le geste sportif. C'est vraiment important de travailler en 2025 avec ces outils qui nous permettent vraiment d'optimiser cette rééducation. En évolution, puisque ma patiente va bien évoluer, on peut aussi travailler en double tâche. Exemple, contracte, je vous plaît. Relâche, contracte, relâche, contracte, relâche. Donc, je vous rappelle, voie verte, plan profond, voie jaune, transverse. Ok, et là, je peux lui faire du double tâche. Vas-y, j'essaye de suivre. Oui. Et donc, du coup, au niveau de la double tâche, s'il te plaît. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attends. Pense à tout ce qu'on a dit au préalable. Dis. Souffle bien. Vous croyez que ça fait beaucoup, mais dans la vie quotidienne d'une jeune maman, elle porte le bébé d'un côté, il y a le cosy à portée de l'autre, la poussette, le premier enfant qui vous parle en même temps. Donc en fait, dans la vie quotidienne, on est en multitâche constamment. Donc comme je vous ai dit, travailler en fait allongé de manière analytique, on oublie. Voilà. On rassure aussi les patientes. Il est impossible d'avoir un tracé totalement plat étant donné que c'est une activité musculaire. Ok. Je peux par exemple rajouter un petit bâton et donc du coup, tu vas me faire des élévations. Et donc du coup, vous voyez, c'est bien parce que ça nous permet de voir ce qu'il faut retravailler ensuite par la suite et de faire prendre conscience à la patiente déjà, vu que là, elle est hyper concentrée, elle a oublié de souffler. Donc il faut que tu repenses, s'il te plaît, Juliette, à souffler durant l'action. Donc ce que je fais là, évidemment, entre plan profond et transverse, je pourrais évidemment le faire aussi entre coupole gauche et coupole droite. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Vous avez vraiment le libre choix. Vous avez en fait une optimisation de votre prise en charge en faisant du sur-mesure. Parfait. Allez, encore une fois. Voilà. Super. Génial. Et vous voyez que la patiente, elle arrive mieux aussi. Donc,
Ça, c'est via la répétition, je vous le redis, qu'il y a ce mécanisme d'acquisition. Au départ, la patiente a une incompétence inconsciente. Elle se rend pas compte. Via les explications anatomiques, via les explications biomécaniques, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des supports pour communiquer là-dessus. La patiente va prendre conscience de ce qu'il faut faire. Donc, par la suite, elle a une compétence consciente, c'est-à-dire qu'elle arrive, en fait, à mieux faire. Et, en fait, parce qu'elle a pris conscience de ce qui n'allait pas. Donc, en fait, dans l'ordre, elle a une incompétence inconsciente. Ensuite, son incompétence va devenir consciente. Via la rééducation, du coup, elle va bien faire en y pensant. Et via la répétition, plusieurs fois, plein de petites fois par jour, la compétence va devenir inconsciente et ça va donc automatiser tout ça. Donc, c'est ça qui va être très important. Si la patiente vous dit, mais à chaque fois, je dois y penser, non, au fur et à mesure, ça deviendra automatique. D'où l'intérêt de travailler comme ça, en multitâche. Bon. Parfait. Et donc, du coup, c'est parfait. On se reverra la semaine prochaine. Alors, du coup, je voulais aussi, du coup, vous présenter ce qui a été fait puisque Vivaltis a aussi donc fait directement des programmes. Donc, vous voyez, des programmes d'évaluation par exemple, d'anticipation périnéale, plancher pelvien superficiel versus plan profond, l'écoactivation superficielle transverse, les stimulations analytiques, car au-delà du biofeedback, on va aussi pouvoir stimuler en fonction de la problématique qu'on aura détectée pendant l'évaluation. Donc, on va vraiment pouvoir faire du sur-mesure. Et si au départ, on a besoin de guide, eh bien, tous ces programmes, du coup, vous le permettent. Voilà. Donc, on a fini cette petite présentation. Donc, pour conclure, si vous l'avez compris, c'est vraiment une alliance entre innovation technologique et optimisation de la prise en charge de nos patientes. Un immense merci à Monsieur Georges Billard. Georges, merci infiniment d'avoir participé à d'avoir créé tout ça pour ton dévouement pour les femmes. Merci aussi à Abdou Ndougo, Dr Abdou Ndougo, vraiment pour cette bienveillance. Et puis merci à toi Stéphane, et je vais te laisser la parole pour que vous puissiez commander, si vous le souhaitez, cette sonde Tulipe, ou savoir comment vous la procurer. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Huval, je suis le directeur général de la société Vivaltis, et pour terminer ce webinaire, je vais vous partager des informations pratiques s'agissant de la sonde Tulipe, notamment en termes de prescription. Première information importante, la sonde Tulipe est remboursée par l'assurance maladie, comme toutes les sondes d'ailleurs sous le code LPP 118 3014, et elle est remboursée à hauteur de 25,92 €. Nous avons fixé un prix de vente de sorte que la sonde soit accessible au plus grand nombre, à savoir 29 € TTC, sachant que les sondes qui sont les plus vendues aujourd'hui sur le marché, les prix de vente se situent aux environs de 31,50 € jusqu'à 35 €. À 29 € TTC, ça donne un reste à charge patient de 3 €. La sonde Tulipe, comme l'a dit Georges Billard auparavant, est compatible avec tous les appareils du marché. D'accord ? À cet effet, nous proposerons aux personnes qui ne sont pas équipées d'un Phoenix une formation à distance pour pouvoir les former sur ce que Julie vient d'expliquer, à savoir le branchement des câbles, comment faire avec son appareil. Et si vous êtes intéressé, à ce moment-là, vous pourrez envoyer un mail à madame-tulipe@vivaltis.com et vous indiquerez dans votre mail l'appareil qu'on puisse préparer la formation. Comme l'a dit Julie, il y a des programmes spécifiques sur nos appareils Phoenix. Et ces programmes sont disponibles gratuitement via une mise à jour. On vous expliquera juste à la fin comment pouvoir télécharger ces programmes. Enfin, vous avez donc la possibilité de prescrire la sonde soit via un dépôt-vente, soit via une pharmacie.
S'agissant du dépôt-vente, pour commencer, nous avons créé un système innovant conçu pour ne pas générer de charges administratives ni de frais pour le thérapeute. Un système innovant à l'aide de QR code. Et à l'ouverture donc d'un dépôt-vente, on vous enverra 2 QR codes. Un QR code pour votre patiente et un QR code pour vous en tant que thérapeute. Le QR code patiente, il va servir à votre patiente, bien sûr, à aller acheter la sonde sur notre site internet et également à vous identifier, vous, en tant que thérapeute prescripteur, afin, bien sûr, de pouvoir envoyer à votre patiente un reçu de paiement, mais également de pouvoir générer automatiquement la feuille de soins et l'envoyer à votre patiente avec vos coordonnées prescripteurs, ses coordonnées à elle. D'accord, et elle n'aura plus qu'à ajouter son numéro de sécu, signer la feuille de soins et l'envoyer après à sa caisse d'assurance maladie. Ce QR code patiente, il vous sera envoyé sous forme de papier plastifié, cartonné plastifié. Je ne sais pas si vous voyez ici celui de Julie. Oui, voilà. Ce QR code plastifié, vous l'aurez à disposition dans votre cabinet, soit sur votre banque d'accueil, soit sur votre bureau pour le faire scanner à votre patiente, ou bien on vous enverra également par mail une lettre d'information avec vos coordonnées personnalisées qui intégrera le QR code et vous pourrez ainsi remettre cette lettre d'information patiente avec votre ordonnance de prescription à votre patiente. Le QR code thérapeute, lui, va servir à faire le suivi de vos prescriptions. Via ce QR code, vous allez accéder à votre tableau de prescription et vous pourrez suivre en temps réel quelles sont les patientes qui ont fait l'acquisition de la sonde afin de vous vérifier que le paiement a bien été effectué et de pouvoir remettre la sonde lorsque vous allez prendre en charge votre patiente. Alors, concrètement, comment ça marche? Vous allez donc recevoir votre patiente, vous allez lui expliquer que vous allez lui prescrire la sonde Tulipe. 2 options vont s'offrir à vous. La première, vous n'avez pas besoin d'utiliser la sonde dès la première séance. Vous pourrez lui remettre la lettre d'information patiente afin qu'elle puisse faire l'acquisition chez elle, d'accord, de la sonde. Et l'option numéro 2, vous avez besoin dès la première séance d'utiliser la sonde et à ce moment-là, vous pourrez utiliser le QR code plastifié qu'on va vous envoyer afin de faire scanner à votre patiente le QR code pour qu'elle achète la sonde. Donc, ça se passe de la manière suivante. Elle va rentrer sur le site internet ses coordonnées afin qu'on puisse lui envoyer sa facture et générer la feuille de soins. Une fois que c'est fait, elle va être redirigée vers un lien de paiement sécurisé. Et une fois que le paiement est fait, vous allez vous recevoir via votre QR code la confirmation de paiement dans votre tableau de prescription que vous voyez ici sur la vidéo. D'accord? Et donc, vous pourrez remettre la sonde à votre patiente lorsque vous aurez constaté via votre tableau de prescription que vous pouvez mettre d'ailleurs sur votre écran de PC ou sur votre téléphone. Vous pourrez remettre la sonde. Si d'aventure, on a vu qu'il y avait une petite fenêtre paiement non effectué, vous le verrez aussi si votre patiente a fait une tentative d'acquisition et qu'elle n'a pas abouti. Nous aurons aussi chez Vivaltis l'information et si dans les 24 heures, elle n'a pas réalisé le paiement, alors nous, on prendra contact avec la patiente afin de l'aider à faire l'acquisition de la sonde. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Concrètement, le dépôt-vente, l'avantage pour la patiente, elle aura un prix de vente maîtrisé, c'est-à-dire que elle paiera 29 € et pas plus, ce qui n'est pas certain si elle va se la procurer en pharmacie en fonction des zones géographiques dans lesquelles vous résidez, en fonction des frais de port également et les marges que peuvent appliquer les pharmacies, puisque nous, on n'a pas le droit de leur imposer en réalité un prix de vente. Pas de déplacement pour votre patiente parce qu'elle aura la sonde directement à votre cabinet, pas de frais de déplacement, gain de temps pour votre patiente, et puis c'est facile et rapide. Pour vous, en tant que thérapeute, vous avez la disponibilité immédiate à votre cabinet. Au départ, on met un stock en place de 5 ou 10 sondes. D'accord? Donc, pour celles qui prescrivent 2 sondes par mois, vous pouvez ouvrir un dépôt-vente avec une mise en place de stock de 5 sondes. OK, il n'y a pas de frais par rapport à la mise en place de ce stock. Vous avez 0 gestion administrative, 0 frais. Nous gérons tout pour vous. On gère les paiements, l'envoi des feuilles de soins et également les réapprovisionnements de votre dépôt puisque
nous avons un monitorage de tous les dépôts-ventes et nous avons votre stock réel en temps réel. Donc, on est capable de dire que, en règle générale, s'il vous reste 15 jours de consommation, on vous rappelle pour faire une proposition de réapprovisionnement. Et donc, comme l'a dit Georges, au préalable, vous pourriez, je connais des thérapeutes qui utilisaient 5 modèles de sondes différentes, vous pourriez avoir beaucoup moins de sondes en stock à gérer avec la sonde Tulipe puisqu'elle répond à beaucoup de cas cliniques et de cas anatomiques. La prescription via la pharmacie, vous avez 2 options. Première option, on s'occupe de tout. Vous envoyez un mail à madame-tulipe@vivaltis.com avec les coordonnées de la pharmacie partenaire avec qui vous souhaitez travailler, ou les pharmacies partenaires d'ailleurs. Et notre équipe se chargera de faire le référencement auprès de la pharmacie. La deuxième option, vous voulez le faire vous-même. Alors, on vous enverra une lettre d'information personnalisée avec vos coordonnées à destination de votre pharmacien partenaire. Vous pourrez lui envoyer par mail ou lui remettre en main propre. Nous avons un espace dédié aux pharmacies sur notre site internet pour que les pharmacies puissent faire les achats en direct, quel que soit le jour de la semaine, horaire dans la journée. La livraison est rapide sous 48 heures, tout est en stock. Et surtout, un point très très important, compte tenu de la conception de la sonde avec les matières qui ont été utilisées pour la fabriquer, nous n'avons pas de date de péremption sur cette sonde. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun risque de dépréciation de stock ou de déperdition de stock pour la pharmacie partenaire. Donc, très important. Pour plus d'informations, nous avons créé un QR code pour vous. Et quand vous le scannez, vous allez pouvoir vous inscrire à une formation qui sera dispensée par le docteur Ndongo le 13 décembre. C'est une formation pratique réservée pour le coup aux thérapeutes qui ont un phénix pratique avec l'utilisation de la sonde Tulipe. Vous pourrez également faire une demande pour être dépôt-vente ou faire une demande pour prescrire via la pharmacie. Et donc, vous pouvez également demander des informations par email, toujours à la même adresse, madame-tulipe@vivaltis.com. Et donc, n'hésitez pas pour les thérapeutes qui ne sont pas équipés Phoenix, on organisera une formation en distanciel. Simplement, donnez-nous vos références d'appareil qu'on puisse adapter la formation et on vous recontactera avec une date et un lien d'inscription. On va peut-être passer aux questions parce que je vois qu'il y a eu 21 questions. Alors, je ne sais pas si on arrivera à répondre à toutes les questions. Je vais donc essayer de prioriser déjà un peu celles sur lesquelles vous avez mis un peu des pouces en l'air, des votes. Donc, s'il y en a qui vous semblent pertinentes, n'hésitez pas. Il y avait une remarque sur le fait d'avoir des bacs de couleurs à clipper plutôt que d'inscrire du tape sur les petites fiches. Également, une question sur quand on pourrait utiliser l'électrostimulation en postpartum, car des études montrent que la neurostimulation n'est pas recommandée avant 1 an et empêcherait la bonne récupération des nerfs. Alors, il me semble que ça, c'était une question qui avait lieu pendant l'intervention du docteur Ndongo. Oui, merci pour cette question. Quand est-ce qu'on peut utiliser les techniques d'électrostimulation en postpartum? Effectivement, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire un examen clinique en postpartum, d'évaluer l'état de votre patiente et surtout n'oubliez pas, même si nous avons une dénervation partielle, en postpartum suite à un accouchement difficile, n'oublions pas que le nerf a une croissance de 1 mm par jour. Donc, si vous attendez 1 an sans rien faire, les tissus qui ont été lésés, le nerf lui-même a une vascularisation. Vous pouvez déjà faire une stimulation. Parce que quand on parle de stimulation, quel type de stimulation? Il y a différents types de stimulation. Aujourd'hui, c'est vrai que le thème, ce n'était pas l'électrostimulation, mais on a une stimulation, par exemple, drainante qui peut permettre de changer la vascularisation loco-régionale à l'aide de l'effet Venturi. Nous avons une stimulation relaxante dans un contexte d'une hypertonie. Nous avons une stimulation de renforcement qui va permettre de cibler les fibres toniques, intermédiaires ou phasiques. Eh bien, toutes ces sortes de stimulations qui existent peuvent être appliquées différemment. On ne peut pas dire grosso modo d'une manière générale, tout le monde doit attendre 1 année. Eh bien, il faut cibler la stimulation par rapport aux besoins. Après un accouchement, un traumatisme difficile, la récupération est hyper importante. C'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser en disant
il faut attendre 1 an pour tout le monde. Eh bien, dans ces cas-là, vous aurez une partie des patientes qui devraient bénéficier. Nous avons surtout de la stimulation post-opératoire, j'évoquais un tout petit peu. Eh bien, si vous entendez une année après pour faire cette stimulation, non seulement vous aurez des adhérences, la qualité des tissus va être les adhérences, la qualité des tissus, la conductibilité des différents types de signaux. Vous avez une patiente qui est douloureuse. Vous allez attendre une année sans traiter cette patiente. Voilà. Eh bien, toutes ces questions, nous les débattons précisément en donnant plus de détails sur chaque type de stimulation lors de nos formations. Donc, je vous invite de participer à ces genres de formations sur l'électrothérapie dans un cercle large du terme pour qu'on puisse mieux comprendre quel type de stimulation, à quelle typologie des patientes faut-il adapter. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Il y avait une question également sur la surveillance de la contraction abdominale. Il me semble que c'était pendant l'intervention de Julie. Oui, alors en fait, d'où l'intérêt en fait d'avoir plusieurs possibilités de branchement. En fait, quand on met les voies purement au niveau périnéal sur plan superficiel, plan profond, c'est pour voir aussi analytiquement comment le périnée réagit. Bien sûr que du coup, dans la vie quotidienne, il faut aussi faire cette surveillance avec les abdominaux et c'est pour ça que c'est l'évolution de la prise en charge, c'est-à-dire que c'est une évolution aussi bien au niveau de position que de branchement. Après, si on le souhaite, on pourrait aussi très bien faire un branchement coupole gauche avec transverse et l'autre moitié de la séance coupole droit avec transverse si on avait vu auparavant qu'il y avait une problématique. Donc en fait cette surveillance en fait du muscle, elle va pas se faire forcément dans un premier temps, sinon on risque de perdre un petit peu des patientes qui n'ont à la base pas conscience de leur périnée, mais en évolution, c'est quelque chose qui est important d'aussi de mesurer ce réflexe anticipateur. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi qui a reçu pas mal de votes sur comment les patientes font quand elles n'ont pas de smartphone. J'imagine que c'est pour avoir le dépôt-vente de la sonde. Exact. Donc, avec le QR code, il y a un lien qui est remis également et donc les patientes peuvent cliquer sur ce lien en allant sur Internet. Pas besoin forcément d'avoir un smartphone pour scanner le QR code. Il y a un lien qui est fourni aussi pour pouvoir être redirigé sur le site Internet et faire l'acquisition de la sonde. Très bien. Alors, une question là toute récente qui a reçu beaucoup de votes. Lorsqu'on retire la sonde de la patiente, y a-t-il une technique particulière? Il n'y a pas de risque d'effet ventouse. Je suppose qu'avec une dépression vers le bas, ça permet d'éviter cela. Alors, en fait, vous voyez que là, la sonde, super. La sonde, là, elle est en grand. Donc, en fait, vous aurez pas d'effet ventouse parce que, du coup, même si elle vient bien anatomiquement, excusez-moi, au niveau du cervix, en fait, quand on va la retirer, il va suffire tranquillement de pincer la base comme là où vous l'avez pincée pour la mettre en place. Et vous pouvez y associer des toutes petites rotations. Et donc, en fait, hop, la corolle, étant donné, elle va se rouvrir, mais qu'à la fin, une fois qu'elle est sortie. Le matériau est vraiment très confortable, très léger, très doux. Donc, en fait, vraiment, les patientes ne se plaignent absolument pas de ça. D'ailleurs, Juliette, qui connaissait aussi d'autres sondes, comment tu t'es sentie? Il n'y a pas vraiment d'effet ventouse au retrait. Hein. Voilà. Il n'y a pas de... Je sais pas si ça. Cystocèle. Parce qu'elle a fait un petit quart de cours pour libérer, c'est faire passer le... Il n'y a pas d'effet ventouse et vous voyez, c'est pour ça aussi que lorsque vous souhaitez la retirer, on va pouvoir y associer aussi, en la pinçant, ces tout petits mouvements de rotation et comme ça, il n'y a aucun effet ventouse. Et vous voyez que du coup, au passage, excusez-moi, hop, elle sera vraiment toute fine. Abdou, tu veux rajouter quelque chose? Je t'entends parler. Je voulais juste ajouter aussi un point. Effectivement, cette petite palette qui permettent de repousser légèrement la paroi antérieure n'est pas obligatoire pour toutes les patientes. Plus de 90% des patientes n'ont pas besoin de cette petite palette. Vous pouvez juste utiliser la sonde sans la palette. Maintenant, c'est 10% des patients qui ont une béance
plutôt majeurs, comme par exemple un Popius stade 2 au niveau de la vulve, on peut ajouter cette petite palette. Donc, près de plus de 90 à 95% de vos patients n'ont pas besoin de cette palette ajustable. En cas de béance ou de cystocèle, eh bien, on peut ajouter cette petite palette. C'est juste ces petits points. Mais tout ce que Julie a dit, j'ai valide parce que c'est exactement ce que je fais. Des petits mouvements de rotation. Quand on utilise un spéculum, on a une angulation autour des 45 degrés lorsque nous introduisons. Et de la même manière, pour le retirer, on a souvent une légère rotation autour des 40 degrés pour retirer la sonde. Et normalement, elle glisse toute seule. Je vous remercie. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir répondre à tout à l'oral. Alors, je vais choisir la dernière, si vous voulez bien, pour qu'on termine pas trop tard. À quand une sonde aussi efficace pour les hommes en anorectal ou le travail debout? Je vais répondre. C'est la sonde Tulip, effectivement, elle n'est pas certifiée et normalisée pour l'anorectal, mais c'est demande. Donc, nous allons travailler sur le projet. Simplement, les délais et les coûts de certification, et les délais sont très longs, les coûts de certification sont énormes. Donc, on ne peut pas vous garantir que ça sera, on va dire, disponible avant au moins 3 ans. Malheureusement, pour l'anorectal, aujourd'hui, le MDLR, le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, nous empêche d'avancer à la vitesse à laquelle nous souhaiterions, malheureusement. Voilà. Mais c'est effectivement dans nos projets. Bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Pour toutes celles et tous ceux qui n'auraient pas obtenu leur réponse dans le chat, il reste encore le groupe WhatsApp si jamais vous voulez obtenir vos réponses. Je vois aussi qu'il y a eu quelques personnes qui ont répondu aussi à d'autres questions dans le chat. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis aussi l'adresse mail, donc madametulip@vivaltis.com pour pouvoir avoir toutes les informations complémentaires. J'ai oublié, Florence, une chose importante, c'est que nous avons une petite surprise pour les participantes et les participants au webinaire. Donc, on remettra une fiche mémo pratique réalisée par Juliette et Julie. On l'enverra dans le groupe WhatsApp et via email à tous les participants du webinaire. Merci pour ce cadeau, Juliette et Julie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais, avant de redonner la parole à Blandine pour clôturer ce webinaire, remercier encore Juliette et Julie qui sont en face de moi pour ce live pratique qui n'était pas évident à organiser. Et je vais également remercier donc les membres du bureau de la FREP pour l'organisation de ce webinaire. C'est des femmes qui sont engagées, des femmes qui sont passionnées par la pelvipérinologie, et c'est pourquoi nous avons décidé de faire un partenariat. J'espère qu'il sera sur le long terme avec l'association. Je vous remercie et Blandine, je vous laisse clôturer. Merci à vous. Merci Stéphane. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants de ce webinaire pour la qualité de leur intervention. C'était très intéressant d'avoir toutes ces informations scientifiques sur le biofeedback. Merci à Julie et Juliette de s'être prêtées à cet exercice pratique qui, je pense, va aider beaucoup de nos confrères et consoeurs à utiliser la sonde Tulip. À bientôt lors de notre congrès qui aura lieu en mars 2026 à Lyon et pour lequel il y a déjà beaucoup d'inscrits.